Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre fascinant de la Bible, Genèse 43. Ce chapitre nous plonge dans une phase importante de l'histoire de Joseph et de ses frères. Absolument, c'est un moment crucial où les frères de Joseph reviennent en Égypte suite à la famine persistante en Canaan. Il y a tellement de dynamiques familiales à décortiquer ici et j'ai hâte d'en discuter en profondeur avec toi. Alors plongeons-nous dans le contexte de ce chapitre. Les frères de Joseph sont poussés par la nécessité, n'est-ce pas? Oui, exactement. La famine contraint Jacob à envoyer de nouveau ses fils en Égypte. Il est réticent au début, surtout à cause de la condition imposée par Joseph qu'ils avaient laissé Benjamin derrière eux dans leur première rencontre. C'est intéressant de voir comment la tension entre Joseph et ses frères se construit lentement. Leur premier voyage en Égypte était déjà tendu, sans qu'ils ne sachent qui il était vraiment. Et cette ignorance persiste, car cette fois Joseph continue de se déguiser, renforçant ainsi le mystère et la peur qu'ils ressentent. Imagine se retrouver face à quelqu'un qui détient votre sort entre ses mains sans savoir que c'est votre propre frère. Il y a aussi un moment poignant lorsque les frères remettent à Joseph le présent de Jacob, un signe de bonne foi et de respect. Oui, le fait qu'ils emportent des produits de leur terre comme du miel, des amandes et bien d'autres choses montre l'effort qu'ils mettent pour apaiser Joseph. C'est riche en symbolique culturelle et personnelle. En parlant de ces cadeaux, cela nous rappelle comment ces objets peuvent parfois symboliser bien plus que ce qu'ils ne semblent. Dans certaines cultures, par exemple, offrir du miel peut être un symbole d'espoir et de paix. Penses-tu que Joseph perçoit le cadeau de la même manière ? Très bonne question. Je pense que pour Joseph, recevoir ces présents a probablement des significations multiples. D'une part, il y a une reconnaissance de la confiance et du respect que ses frères, inconscients de son identité, tentent de montrer. D'autre part, c'est aussi un rappel de la vie qu'il a laissée derrière lui et des coutumes de son enfance. Peut être qu'au fond, cela remue en lui des souvenirs de ses premières années avec eux, un contraste frappant avec leur trahison passée. N'oublions pas aussi que ces cadeaux, bien que modestes, sont un geste énorme pour une famille en période de famine. Et puis, en termes plus larges, cela soulève la question de savoir comment nous perpétuons les traditions et les objets significatifs au sein des familles, surtout dans des moments de transition ou de crise. Absolument, chaque cadeau, chaque échange culturel renforce ces liens invisibles qui nous unissent, même à travers la douleur ou les malentendus. Cela montre aussi à quel point les symboles sont puissants et font partie intégrante de la réconciliation. Justement, tu as mentionné les symboles et cela me fait penser à l'importance culturelle qu'ont ces échanges. Par exemple, dans certaines familles modernes, des objets tels que des couteaux artisanaux ou des écharpes en soie peuvent aussi porter des significations profondes, souvent transférées de génération en génération comme héritage symbolique. Exactement. Et cela se reflète parfaitement dans l'angoisse et l'anticipation ressentie par les frères de Joseph. Ils portent non seulement le poids de ces cadeaux matériels, mais aussi celui des attentes et des espoirs de leur père Jacob, qui voit en ce voyage l'opportunité de maintenir la survie de sa famille. Cela crée également un espace intéressant pour l'expansion des relations interpersonnelles. Imaginons la pression et la responsabilité que ressent Benjamin, le plus jeune des frères, tandis qu'il est au centre de toutes ces tensions, ne comprenant peu, être même pas complètement l'importance de son rôle dans cette dynamique familiale complexe. Oui, Benjamin se trouve dans une position de vulnérabilité, mais aussi de potentiel pouvoir de réconciliation entre les frères, car sa sécurité et son traitement par Joseph seront déterminants dans les suites de l'histoire. C'est une danse délicate entre le passé et le présent qui peut soit unir la famille à nouveau, soit la briser encore plus. À propos de réconciliation, c'est intriguant de voir comment Joseph choisit de temporiser la révélation de sa véritable identité. Qu'en penses-tu ? Je crois que sa patience est stratégique. Il teste ses frères, évalue leur changement de cœur, leurs priorités et leur loyauté renouvelée envers leur famille. Peut-être cherche-t-il aussi à voir s'ils regrettent vraiment leurs actions passées. C'est comme s'il voulait s'assurer que la réconciliation soit basée sur de véritables remords de leur part et non uniquement sur une contrainte de circonstance. On peut voir ici l'importance de ne pas précipiter les choses, mais de les laisser évoluer naturellement, un point crucial dans bien des processus de réconciliation. Cela me rappelle comment, dans bien des situations réelles, les personnes doivent peser le pour et le contre de révéler des vérités longtemps cachées. Que ce soit dans les relations familiales ou professionnelles, les conséquences peuvent être immenses.
Oui, et il est fascinant de voir que même à l'époque de la Genèse, ces dilemmes et ces dynamiques sont toujours d'actualité. La patience de Joseph parle de sa sagesse acquise après des années de tribulation, et c'est une leçon pertinente même aujourd'hui. Il est également intéressant de noter comment Judas semble vraiment avoir assumé un rôle protecteur. Cela représente une sorte de rédemption pour lui après sa complicité dans la vente de Joseph. Que penses-tu de cette évolution dans sa personnalité ? Ça met en évidence comment les épreuves peuvent amener une personne à réévaluer ses valeurs fondamentales. Pour Judas, c'est presque comme un appel à se racheter, non seulement envers Benjamin, mais envers toute sa famille. On peut penser que ces expériences ont renforcé son caractère, le poussant à devenir un pilier de la famille. Cela nous rappelle aussi que chacun peut évoluer, grandir et changer pour le mieux, même après des erreurs significatives. Oui, et ça me fait penser à des exemples contemporains où des personnalités publiques ont transformé leur vie après avoir surmonté des erreurs passées, agissant ensuite comme des défenseurs de diverses causes. Cela montre que le potentiel et la capacité de rachat ne sont pas confinés à l'ancien temps ou au récit biblique. Absolument, et c'est quelque chose qui devrait nous inspirer dans nos propres vies. Personne n'est parfait, mais l'engagement à corriger ses erreurs est incroyablement puissant et précieux. C'est un message universel et intemporel sur la résilience et le désir de se racheter. Durant le repas, le moment où Joseph montre de la préférence pour Benjamin est révélateur. Il lui offre une portion plus généreuse, ce qui ne passe pas inaperçu. Oui, cette faveur manifeste renforce les thèmes de favoritisme et de jalousie déjà présents dans leur histoire collective, et Benjamin devenant un substitut inconscient pour Joseph. Le chapitre se termine avec une tension croissante. Après le festin, Joseph ne révèle toujours pas son identité, ce qui laisse une anticipation palpable. Cela met en place la scène pour les événements à venir, en préparant le terrain pour une réconciliation, tout en apportant une nouvelle épreuve à la famille. Genèse 43 est un chapitre riche en émotions et en développement de personnages. Il nous montre comment des années de séparation et de mystère peuvent transversalement affecter une famille. Tout à fait. La profondeur et les subtilités de ces interactions nous rappellent l'importance de la réconciliation et du pardon. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette exploration captivante. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine fois pour une nouvelle discussion passionnante. Prenez soin de vous.